qui concerne la sortie d'hiver au printemps, comme vous voudrez, qu'on fera fin mars. Bon, la date, on vous la confirmera, vous aurez bien sûr l'invitation habituelle. Ce sera une sortie sur Saint-Émilion, dans laquelle on a prévu de vous amener dans deux châteaux qui ont refait leur architecture récemment, avec des chais nouveaux, de façon à voir comment l'architecture viticole évolue sur notre secteur. On sait qu'elle évolue beaucoup, qu'il y a beaucoup de projets qui sont sortis de terre. Il y en aura d'autres, je pense. Donc on vous confirmera ça, et ce sera fin mars. Voilà. Je commencerai simplement en saluant parmi nous la présence de nos amis libournais, M. Chaume, le président de la Société d'Histoire de Libourne, et puis M. Lestrat, qui est chargé à la ville de Libourne, au conseil municipal, si je ne me trompe pas, de tout ce qui est mémoire de la ville de Libourne. Voilà. Alors, ce soir, donc, nous avons le grand plaisir, le très grand plaisir et l'honneur d'accueillir Mme Anne-Marie Cocula. Notre dernière rencontre avec elle, la dernière fois qu'elle est venue nous animer nos activités, c'était en juin 2018 où on avait fait une magnifique visite de Bergerac, en sa compagnie, vous nous avez guidé dans Bergerac, avec Michel Cambé, votre confrère. Et puis on avait fait l'après-midi une très belle balade sur la rivière d'Ordogne, où justement elle était revenue sur ses premiers travaux sur la rivière d'Ordogne. Alors je dis un très grand plaisir et aussi un honneur parce que nous rappelons votre brillante carrière universitaire à l'université de Bordeaux-Montaigne, avec vos recherches, je le disais à l'instant, sur la rivière d'Ordogne, et puis plus récemment, vos travaux de recherche qui continuent sur les hommes d'action et de lettres du XVIe siècle. La Boétie, Montaigne et Brantôme, récemment. Donc 2 livres récents seront à votre disposition pour la dédicace par Mme Cocula. Celui sur Montaigne, qui sera le sujet de ce soir, et celui sur Brantôme. La librairie Acacia assurant, comme d'habitude, la vente de ces livres. Alors donc, de ces 2 ouvrages, oui, je l'ai dit, et je rappellerai aussi votre rôle important au service de la région Aquitaine. Vous avez été vice-présidente du conseil régional d'Aquitaine pendant 11 ans, et puis vous avez porté sur les fonds baptismaux le nom de la région élargie, qui est devenue Nouvelle-Aquitaine. Alors, le sujet très vite, 1588, vous allez nous conter ce que fut pour Michel de Montaigne cette année qui s'annonçait pour lui miraculeuse et qui finalement s'est révélée horrible. 1588, c'est pour la France une année terrible. On pourrait dire aussi pour l'Europe, mais bon. Accélérons. Une année terrible pour la France. Nous sommes dans la 8e guerre de religion, la plus longue et la dernière. Elle se terminera en 1598. Et Paris est en révolution parce que le duc Henri de Guise, qui était le chef des ligueurs catholiques, c'est-à-dire le parti des catholiques purs et durs, avec le soutien qui bénéficiait du soutien militaire de Philippe II, roi d'Espagne, s'est fait acclamer à Paris. Paris est en évolution. Alors le roi Henri III veut reprendre le contrôle de la ville avec ses troupes. Et là, ça se passe très mal. Pour la première fois, Paris se couvre de barricades. Vous nous direz pourquoi des barricades, d'où vient le mot justement. C'est la première fois, c'est en mai 1588. À tel point que le roi est obligé de fuir la ville, d'abandonner Paris. Et alors, bon, ça le conduit à des actions très violentes, puisqu'en fin de cette même année 1588, il fait assassiner, au moment des états généraux de Blois, dans le château de Blois, le duc de Guise, duc Henri de Guise, chef donc du parti catholique dur. Puis, il fera assassiner dans sa prison le frère de Henri de Guise, le cardinal Louis de Lorraine. Et ça, il le paiera de sa vie l'année suivante, puisque l'année suivante, le moine Jacques Clément le poignarde mortellement. Et alors là, son successeur, mais ce sera bien sûr Henri de Navarre, qui était dans l'ordre, successera à son successeur,
Henri de Navarre, qui est un Bourbon, qui n'est pas un Valois mais un Bourbon, et qui est le chef des protestants, ne l'oublions pas, il est le chef du parti protestant à l'époque, face à Henri de Guise. Et Henri de Navarre devient Henri IV. Il aura bien du mal, Henri IV, à récupérer Paris. Il mettra beaucoup de temps. Donc, en 1588, Montaigne, depuis sa terre périgordane, Bourbonnie, proche de nous, voyage jusqu'à Paris, avec deux objectifs. Un privé et littéraire, la publication de ses essais à Paris, et l'autre qui est public et politique, une médiation entre les deux Henri, Henri de Navarre, Henri III le roi. En nous exposant ainsi, vous nous exposerez ainsi, c'est ce que vous allez nous conter, en nous exposant ainsi les deux facettes du personnage, l'écrivain philosophe et aussi l'homme d'action, qui a joué un rôle de diplomate, mais ce n'était pas la première fois dans sa vie. Nous vous écoutons. Merci. Bonsoir. Je suis un peu inquiète parce que je vois quand même dans l'assistante des personnes debout. Vous n'avez pas d'autres chaises, il vous reste à s'asseoir sur les tables. Je cherche, voilà. Bon. Bien, merci beaucoup. Il y a une chaise de libre là, il reste une chaise. Et puis il y a les... Ah, voilà. Bon. Alors, merci de me recevoir dans ce lieu que je connais bien, pour être allé dans d'autres salles, faire des conférences. Et je me rappelais tout à l'heure, mais peut-être certains d'entre vous y étaient, qu'en 1989, on avait fait un grand colloque sur les Girondins, de l'autre côté, tout simplement. Et j'avais eu le plaisir, là, de travailler avec... une grande dame historienne que j'aime beaucoup, qui est une amie qui s'appelle Mona Ozouf, et qui était vraiment, ça a pu un moment délectable. Alors, d'abord, je dois excuser Anne de Maton, parce qu'Anne de Maton devait être là ce soir. C'est elle qui devait vous parler des Girondins. Alors, je suis malheureuse qu'elle ne soit pas là, je suis heureuse d'être avec vous, mais je suis malheureuse qu'elle ne soit pas là parce que j'ai été, dans un temps un peu ancien, son directeur de thèse sur cette thèse des Girondins. Et finalement, bien évidemment, je l'ai écouté récemment, elle est revenue avant son opération à l'épaule, parler au musée d'Aquitaine des Girondins. Je me suis dit que j'étais très fière parce qu'elle savait beaucoup plus que moi désormais sur les Girondins. Donc elle viendra vous parler des Girondins, peut-être que je viendrai d'ailleurs l'écouter parler des Girondins. Elle avait publié sa thèse sous un titre dans les collections Sud-Ouest qui s'appelait « Girondins jusqu'au tombeau ». Elle y travaillait notamment sur ceux qui ont été réfugiés ici, mais aussi sur Vergniaud et sur cette... Et elle démontre à l'heure actuelle, alors que nous avons été dans une école qui tentait de distinguer ce qui séparait les montagnards des Girondins, elle a une explication beaucoup plus récente en quelque sorte, qui montre que finalement, au-delà de l'idéologie, ce qui les a séparés, c'est une confrontation entre des hommes qui ne se supportaient pas par rapport au pouvoir. C'est un peu d'histoire ancienne et c'est aussi d'histoire contemporaine. Voilà ce que je voulais dire. Donc, apparemment, l'époque de Montaigne est encore plus compliquée. Alors pourquoi j'en suis venue à Montaigne? Puisque à l'époque de la thèse d'Anne de Maton, je m'étais spécialisée sur le XVIIIe siècle, et notamment, on en a cité tout à l'heure, sur la Dordogne, avec ce qui est devenu un livre de poche, Un fleuve et des hommes. C'était l'histoire de la batellerie et du trafic de la Dordogne. Donc, comment, partant de là, je suis arrivée à Montaigne? Je vais presque vous répondre rapidement, parce qu'il n'habitait pas loin de la Dordogne. Et qu'il y a toujours aux archives départementales une grande série sur la seigneurie de la Motte-Montravel, avec des magnifiques planches, une belle cartographie qui faisait que finalement j'ai eu envie de remonter le temps. Et en remontant le temps, je suis arrivée au XVIe siècle, parce que je trouve que c'est un siècle passionnant. C'est peut-être un siècle un peu plus compliqué que le XVIIe,
quoique, mais c'est surtout un siècle où finalement la France centralisée n'est pas encore née, et où finalement se posent de grands problèmes qui ne sont pas très très loin des problèmes que nous avons à l'heure actuelle. Le problème de la confrontation entre deux religions, le problème d'une Europe qui finalement prend des allures d'une Europe de nationalité, et toutes les interrogations que l'on peut se poser à l'issue d'une période qui n'est plus tout à fait la Renaissance. Montaigne, né en 1533, sa jeunesse se passe dans l'éclat de la Renaissance, mais toute sa vie d'homme, disons dans les années 1550 jusqu'à sa mort en 1592, est comprise dans une période que nous appelons les guerres de religion, mais que dans son temps on n'appelle jamais guerres de religion, on les appelle les guerres civiles, ou le temps des troubles. Guerre civile ou temps des troubles. Alors tout à l'heure, vous nous avez annoncé qu'il y avait effectivement, pour bien les comprendre, on les a numérotés, mais Montaigne ne sait pas, ne connaît pas les numéros. Donc on se contente de dire temps des troubles ou guerre civile. Et ces guerres civiles ont servi ensuite de référence à l'historiographie. On s'est dit qu'en fait, quand on étudie la France, après l'histoire des Armagnacs et des Bourguignons, mais qui est davantage, je dirais, localisée, ces guerres civiles, ils inaugurent un grand cycle que les historiens contemporains appellent les guerres franco-françaises. Les guerres franco-françaises, c'est-à-dire ces grandes fissures, ces grandes fractures qui ont opposé des Français à des Français. C'est le cas des guerres de religion, dont je vais parler un peu aujourd'hui. C'est le cas un peu plus tard de la Révolution française, avec finalement les pro-révolutions et les contre-révolutionnaires, c'est clair. C'est le cas au XIXe siècle de la lutte entre républicains et monarchistes. C'est ce qu'on va retrouver de façon exaltée, exaspérée, violente pendant la Commune de Paris, en 1871, à l'issue de la défaite de 1870, et c'est ce qu'on va retrouver plus près de nous, finalement, lorsque va s'instaurer, après la défaite française de mai-juin 40, la France de Vichy. Donc, voilà en quelque sorte la façon de prolonger dans une époque contemporaine cette réflexion sur la période qu'a vécue Montaigne. Alors, Montaigne, bien évidemment, il appartient à une catégorie sociale qui est celle de la noblesse, mais on peut dire de la petite noblesse. En refaisant la biographie de Brantôme, Brantôme, lui, il appartient à ce qu'on appelle la noblesse immémoriale, c'est-à-dire celle dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Pour Brantôme, il ne fait pas de doute, quand se fonde finalement l'Aquitaine, ses ancêtres sont déjà là, et les premiers d'entre eux se battent contre des dragons, il faut le croire. Donc cette noblesse immémoriale a beaucoup de critiques et une certaine condescendance vis-à-vis de la noblesse qu'incarne Montaigne. Il sait que Montaigne a des origines bourgeoises, marchandes, commerciales, et puis ce qu'il reproche à Montaigne, et ça va être l'occasion d'en parler aujourd'hui, c'est finalement de rechercher l'éditeur. Ça ne se fait pas. Quand on est un noble de grand lignage, on est fait pour se battre, on est fait pour combattre, on est fait pour être un chevalier, et on n'est pas fait en quelque sorte pour courir l'éditeur, ce qu'a fait Montaigne. Donc il lui reproche cela, ils sont exactement contemporains, mais Brantôme aura, si j'ose dire, la chance supplémentaire, lui, d'entrer en retraite un peu après Montaigne, dans les années 1580, et de vivre jusqu'à 1614. Donc en fait, il aura une double vie qui lui permettra d'écrire. Ce qui n'est pas le cas de Montaigne, qui naît donc en 1533, en février 1533, et qui meurt en septembre 1592. Alors, Montaigne 1588,
je dois vous parler quand même un peu de ce qui précède et vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette date. Alors, qu'est-ce qui précède? Eh bien, pour Montaigne, disons qu'il y a 3 grandes périodes qui précèdent. Rapidement, d'abord 1533, 1550 si vous voulez, sa jeunesse, son enfance. Alors je ne vais pas vous dire, vous raconter d'un endroit où il est né, vous le savez de toute façon. Ce qui caractérise quand même la jeunesse, l'enfance de Montaigne, c'est qu'il est tout jeune, finalement éduqué dans la maison forte de ses parents, qui n'est pas un château, qui est devenu un château, mais c'est une maison forte. Quand Montaigne en parle, il dit la demeure, le logis, mais rien à voir avec un château à la même époque. Cette maison forte, elle est construite sur une lignée de maisons fortes de l'époque médiévale, au moment de la guerre de Cent Ans. Donc elle est jugée tout à fait en haut, Montaigne, et cette maison forte, finalement, elle a été acquise par son arrière-grand-père à un moment profitable pour la bourgeoisie des villes. Elle a été acquise finalement à la fin de la guerre de Cent Ans, quelques 20 ans plus tard. Ça s'explique très facilement, c'est exactement la même chose pour les parents de la Boétie. Ils ont profité de l'endettement de la noblesse, la vraie noblesse, qui s'est endettée à acheter du matériel, à acheter des armes, etc. Et à force de prêter de l'argent, eh bien, finalement, on a récupéré leurs biens. C'est ce qu'ont fait les parents d'Étienne de la Boétie, c'est ce qu'ont fait les ancêtres de Montaigne. Mais il y a, malgré tout, dans sa jeunesse, le souci de vivre noblement. Ça lui a été permis par son père, Pierre Équem, qui lui a abandonné la boutique, le poisson salé de la rue de la Rousselle, le pastel, et qui a complètement effacé cela et qui a participé aux armées qui sont allées combattre auprès de François Ier en Italie. Donc, voilà son enfance, ses origines, son enfance elle est connue. Il est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. Il y en a 2 qui sont morts avant lui, on ne sait pas si c'était une fille ou un garçon. Ça lui vaut un statut d'aîné, mais pas tout à fait. Il le dit lui-même. Je suis l'aîné, mais il y en avait 2 avant moi. Donc, en fait, quand il est en 1533, son père a très présent l'idée de faire de lui ce qu'on pourrait appeler, c'est anachronique, un intellectuel, c'est-à-dire de l'éduquer le mieux possible avec les langues, ce qu'on appelle les langues anciennes, mais à l'époque qui ont été réhabilitées complètement, le latin et le grec. C'est pour cela que l'on fera venir à Montaigne, dans la maison forte, un Allemand, sans doute médecin, qui s'appelait Horst, mais qui se faisait appeler Horstanus, c'est plus chic. Et Horstanus, finalement, recevra l'obligation, bien sûr, de ne pas parler allemand, mais de ne parler que latin au jeune Montaigne et à ses 2 frères, Pierre et Thomas, qui le suivent d'assez près. Donc, voilà, les 3 enfants Montaigne apprennent comme en langue maternelle le latin. La langue maternelle de Montaigne, c'est le latin, avec l'interdiction de parler le périgourdin, qui n'est pas du tout l'occitan de maintenant, de parler le périgourdin, et finalement il dira lui-même, parlant de ses parents, un peu de sa mère dont il ne parle vraiment pas souvent, qui se sont mis à baragouiner le latin, parce qu'il fallait se mettre à l'unisson. Et ce faisant, quand même, Montaigne, les jeunes Montaigne et ses 2 frères vont partir tôt à Bordeaux, où il reste la famille, et ils vont apprendre finalement dans ce fameux collège, le collège de Guyenne, qui se trouvait à l'emplacement à l'heure actuelle du Palais des Sports, à peu près du cours Victor Hugo. Hein. Mais ce n'était pas du tout un collège comme on a l'habitude maintenant, c'était des maisons particulières, tout simplement, qui recevaient les élèves, et chaque élève était accompagné d'un maître. Montaigne a un répétiteur en permanence à côté de lui, avec ses 2 frères. Donc pour lui, c'est très important, c'est la séparation.
c'est la séparation, et cette séparation finalement va lui faire regretter des choses importantes qu'on retrouve dans cet ouvrage. Eh bien, son père le prive de la nature. Son père le prive de la nature et l'envoie à Bordeaux, qui effectivement est complètement différent de l'endroit où il est né. Et il en veut à son père, et parce qu'il ne sait pas distinguer les salades, les choux, etc. Et il aurait dû apprendre cela. Donc, critique vis-à-vis de ce père, mais reconnaissance, parce que ce père a fait que ses enfants Montaigne ont sûrement été de très bons élèves, puisque Montaigne nous dit qu'ils étaient tellement bons en latin qu'on ne leur faisait pas faire des devoirs ordinaires, on leur donnait des textes en mauvais latin qu'ils étaient habilités à transformer en bon latin. Voilà. Donc, vraiment, dire un capital d'éducation, un capital de connaissances que nous ne mesurons pas. Nous ne sommes à peine à mesurer cela, mais si l'on me demande à ce moment-là combien de jeunes de l'âge de Montaigne et de ses frères ont connu une telle éducation dans une population française, je ne saurais pas répondre à la question, mais je pense que c'est largement inférieur à 5%. Donc on se trouve devant une élite intellectuelle qui sait énormément de choses et qui en fait est polyglotte. Au Parlement où Montaigne va exercer, on parle latin, on parle français et on parle gascon. Et Montaigne le dit, de toute façon, si le français n'y arrive pas, le gascon peut y être. C'est ce choix. Et pour la Boétie, c'est encore plus, je dirais, plus important, parce que la Boétie est quelqu'un qui est très très bon en grec, ce qui fait que Montaigne dit toujours, moi je ne suis pas bon, c'était lui qui était le meilleur. Il n'empêche, Montaigne lit aussi le grec. Donc voilà. Voilà en fait une enfance très très spécifique qui fait de lui, qui le prépare à de hautes fonctions. Mais ces hautes fonctions, on n'en sait pas grand-chose. Et ces hautes fonctions, finalement, elles nous échappent. On sait qu'il va à Paris. Il ne va pas apprendre, peut-être à Toulouse, mais sûrement à Paris. On sait aussi un peu plus tard par la Boétie qu'il lui dédiera de grands poèmes en latin, qu'il mène une joyeuse vie à Paris, une vie d'étudiant, et que finalement, quand il revient, c'est parce qu'on lui a acheté une charge de magistrat à la cour des aides de Périgueux, et de la cour des aides de Périgueux, il viendra au Parlement de Bordeaux, et c'est là, 1557, vous voyez, qu'il va rencontrer la Boétie. Donc, première partie, finalement, une existence dont on ne sait pas tout. Et à l'heure actuelle, en reprenant mes études sur la Boétie, je m'aperçois qu'il nous manque beaucoup de choses et que la Boétie apporte un éclairage parce qu'il raconte assez bien la vie, je dirais, souvent tumultueuse du jeune Montaigne. En tout cas, Montaigne se range, entre au Parlement de Bordeaux, et là, il faut situer cette seconde période, avant d'en arriver à 1588, qui va, en gros, de 1556 à 1570, vous voyez, 14 ans, où il est conseiller du roi, magistrat, au Parlement de Bordeaux. Alors, un Parlement, il y en a 9 dans le royaume. Le plus important, le plus étoffé, celui dont le ressort est le plus grand, c'est le Parlement de Paris. Et on a créé des petits parlements autour du Parlement de Paris, et on a créé notamment le Parlement de Toulouse. Et le Parlement de Bordeaux, on le crée plus tard, pour une raison que vous allez tout de suite comprendre, parce que le Parlement de Bordeaux n'est créé par la monarchie qu'après la fin de la guerre de 100 ans. Or, la guerre de 100 ans se termine au milieu du XVe siècle. Ça a été promis par Charles VII, mais les Bordelais ayant rappelé les Anglais, on leur enlève la création d'un parlement, l'atteint un petit peu, et Louis XI, pour une fois d'accord avec son père Charles VII, va créer ce parlement. Mais quand on étudie bien les premiers magistrats du Parlement, ils sont une quinzaine, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun Bordelais. Il n'y a pas de Bordelais parce qu'on se méfie d'eux, et on les fait venir finalement des pays voisins, et notamment du Limousin et du Périgord. Et c'est ainsi que finalement vont s'incruster des dynasties périgordines au sein du Parlement de Bordeaux.
Et je suis sûre qu'il y a des noms que vous connaissez, les Équem, Montaigne vont en faire partie, mais il y a des noms que vous connaissez, parce qu'ils portent le nom de lieux ruraux et maintenant urbains, les Belsiers. Les Belsiers, une grande famille des Belsiers. C'est pour ça que quand j'arrive à Saint-Jean et que je vois Belsier, je me dis voilà. Non, voilà. Donc il y a des généalogies qui s'implantent, et le Parlement, eh bien les parlements, et c'est important, ce sont à la fois des chambres de justice, c'est la dernière instance de justice, et deuxième élément, ce sont des institutions qui ont un périmètre défini, géographique, qu'on appelle un ressort, et là, il faut qu'ils font appliquer des lois, des ordonnances, des édits qu'ils vont voter. C'est ce qu'on appelle opiner. Opiner oui, opiner non, et donner son opinion. Donc, en fait, le malheureux Montaigne, comme le malheureux La Boétie, vont être confrontés à leur arrivée au Parlement de Bordeaux, comme tous leurs collègues d'ailleurs, les chambres qui composent le Parlement, à la réforme et à la répression, finalement, du protestantisme, de ce qu'on appelle l'hérésie et les hérétiques. Et donc, par permission royale, on a enlevé la justice aux officialités de l'Église, on l'a transposée au Parlement, et c'est pour cela que dans les chambres du Parlement de Bordeaux, on condamne des protestants à mort et au bûcher. En 1541, Montaigne n'y est pas encore, mais l'un des premiers pasteurs à être brûlé sera quelqu'un de sainte foi qui s'appelle Aymon de la Voie. Et vous avez bien l'idée qu'à partir de la 20e année de Montaigne, la réforme est là. Et la réforme, en fait, elle fait en sorte que ces magistrats sont confrontés à la justice et au châtiment suprême. Je pense que ça explique en grande partie le capital qu'ils ont entre eux. Ce sont des collègues et en même temps un peu à... D'abord, ils font beaucoup de sport. Bon, c'est bien, ils jouent au jeu de pommes. Hein. Montaigne a un frère qui sera tué parce que l'impact d'un balle de jeu de pommes sur la tempe. Donc ils font du sport et ils font beaucoup de poésie. La poésie est une distraction fondamentale. Mais Montaigne, je passe vite là, va très vite se hâter de vouloir quitter ce Parlement à cause de la guerre, à cause de ces guerres à répétition, à cause de la mort d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie meurt à 33 ans le 18 août 1563. Et cette mort, finalement, c'est la rupture essentielle dans la vie de Montaigne. Donc, il a 30 ans, son ami avait 33 ans, et à partir de ce moment-là, on peut déjà poser comme principe que les essais sont sans doute, comme on disait à l'époque, un monument en l'honneur de la Boétie. Et c'est pour cela que, dans le fameux chapitre de l'amitié, Montaigne avait décidé de mettre l'ouvrage, le texte, qui a fait la célébrité de la Boétie avant sa mort, c'est-à-dire la servitude volontaire. Or, on en parlera tout à l'heure, ce texte de la servitude volontaire n'a jamais été dans les essais. Montaigne n'a pas mis, l'a enlevé, en tout cas il n'y est pas. Donc on peut dire qu'après la mort de la Boétie, va se poser pour lui, est-ce qu'il reste ou pas au Parlement, et surtout par rapport à la succession de son père. Il s'est marié en 1565 avec une fille d'un collègue du Parlement. En général, les mariages au XVIe siècle se font avec des filles qui, dans la société, se situent un peu plus haut. Et Françoise de la Chassaigne apporte à Montaigne, effectivement, toute une lignée de parlementaires qui ont été des présidents du Parlement. Donc Françoise de la Chassaigne, et puis surtout, finalement, ce mariage apporte à son père Pierre Équem la solution qu'il peut faire de ce fils son héritier. Jusqu'à présent, il a beaucoup hésité.
Il a beaucoup hésité et il y a eu plusieurs testaments où Montaigne n'était pas son héritier et où l'on sent une mésentente très 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 forte avec sa mère. Avec sa mère, Antoinette de Laube, que Montaigne n'apprécie pas, ou qui n'apprécie pas Montaigne, et surtout qui n'apprécie pas que Montaigne ne s'occupe pas assez de ses frères et de ses sœurs. Songez que Antoinette de Laube a dû avoir 12 ou 13 enfants, et qu'il y a 27 ans de différence entre Montaigne et son plus jeune frère. Bertrand de Matecoulon. Donc, voilà en quelque sorte la seconde. Et c'est sans doute, à mon avis, à la fois la lassitude du Parlement, le problème lié à la justice dont je vous ai parlé, mais aussi la nécessité pour lui de prendre pied dans cette demeure dont il est enfin l'héritier, 1568, qui s'installe là et qui va, à partir de l'année 1570, abandonner sa charge et se réfugier au sein des Muses pour y travailler. Voilà. Si vous visitez encore la tour de Montaigne, qui n'est pas en très bon état, vous verrez cette entrée en littérature et vous poserez déjà une question très forte, c'est que cette tour était une tour de défense que Montaigne, finalement, aménage pour lui, qu'il prive de défense, et il décide de mettre au rez-de-chaussée la chapelle. Comme ça, il se dit peut-être que Dieu empêchera. Au premier étage, sa chambre, où il couche à la royale, c'est-à-dire tout seul, et à l'étage au-dessus, finalement, sa librairie. 1 millier d'ouvrages, dont on a retrouvé à peu près une centaine, 120, 130, avec les ex-libris, etc. Et comme je vous disais tout à l'heure que le latin est sa langue maternelle, les premiers ouvrages qu'il achète, notamment César, la guerre des Gaules, il la note en latin. Donc, voilà, en quelque sorte, et là, c'est la période la plus importante. 1570, 1582, bon, avec quand même un moment très important, la Saint-Barthélemy, le massacre de la Saint-Barthélemy, qui fut à Bordeaux au mois d'octobre, dont il ne parle pas dans son œuvre. Alors les montagnistes se disent où en a-t-il parlé, et on s'aperçoit, quand on regarde son journal, son agenda, que l'on appelle le Beuter, du nom de celui qui était responsable de ces agendas, il y a 2 pages qui manquent. Et comme par hasard, ce sont les pages des années 1571-1572. Ensuite, on se dit peut-être que finalement, il n'a pas voulu en parler. Et là, ça me permet peut-être de rappeler que la Saint-Barthélemy a opposé, non seulement à Paris, les catholiques, les protestants, et a permis en quelque sorte de faire disparaître les compagnons d'Henri de Navarre, dont c'était le mariage avec Marguerite de Valois, mais de rappeler que la Saint-Barthélemy, elle est différente selon les villes. Et à Bordeaux, elle s'est déroulée au début d'octobre, et elle s'est déroulée par un massacre des protestants que l'on avait enfermés dans la prison pour mieux les protéger. Or, les prisons de ce temps n'étaient pas du tout des lieux protégés. Donc là, Montaigne ne parle pas de la Saint-Barthélemy, mais on sait qu'il a déjà commencé à écrire. Et on en arrive désormais à l'idée qu'il va passer son temps à écrire, jusqu'à la parution, en 1580, des 2 premiers livres des essais, chez un imprimeur bordelais, libraire-imprimeur, qui s'appelle Simon Milange. Donc vous trouverez la trace à côté de la grosse cloche, puisque le Parlement siégeait au Palais de l'Ombrière, à côté de la grosse cloche, vous verrez, désormais, il y a un magasin de frivolité fermé qui s'appelait Mille plus loin Ange. Milange, c'était le lieu où se trouvait finalement ce lieu d'impression. Milange, c'est quand même la sortie en 1580 des 2 premiers livres, et à ce moment-là, Montaigne décide, le travail achevé, de laisser finalement son château, sa demeure à son épouse, et de partir faire son grand tour.
Alors vous me direz, d'habitude le grand tour se faisait quand on était jeune. Non, c'est un homme mûr qui part, et qui part à la fois pour se soigner de cette maladie de la gravelle dont il souffre comme son père à cause d'une alimentation beaucoup plus riche, et riche en gibier notamment. Donc il va se soigner, faire des cures d'eau, mais en même temps, et c'est une première énigme, il y va aussi pour voir ce qui se passe dans l'Europe de ce temps avec, si j'ose dire, la confrontation des religions. Et nous avons gardé le journal de voyage des années 1580-1581, qu'on a simplement retrouvé dans une malle de ses affaires à la fin du XVIIIe siècle. Il est édité, il a été très souvent édité, et finalement il a été écrit à deux mains. Montaigne a laissé écrire son infirmier, secrétaire, régisseur, guide, jusqu'à Rome, pendant une bonne année. Et puis à Rome, ce secrétaire, domestique, infirmier est renvoyé, ou bien décide de partir, et Montaigne se trouve dans l'obligation de continuer ce journal. Et comme il parle aussi l'italien, il en rédigera une partie en italien. On ne connaîtra pas jamais l'identité de ce domestique, qui était un domestique cultivé et qui connaissait bien son Montaigne. Et quand on trouvera ce journal de voyage, à la fin du XVIIIe siècle, la première lecture sera jugée choquante, parce que sur le plan de l'anatomie et de la physiologie, il est très détaillé. Et à l'époque, on dira non, on ne va pas publier en son entier. Mais le propriétaire du château, M. de Ségur, dira non, il faut tout publier. Moi, personnellement, je suis toujours très chagrinée quand je vois publier ce document, parce que je me dis, Montaigne avait envie de publier, mais c'était un journal tellement intime que quelque part, il serait déçu ou froissé de voir en quelque sorte qu'on a publié et qu'on a écrit maintes et maintes études sur ce fameux voyage. Et c'est au cours de ce voyage qu'il apprend en Italie qu'il a été élu maire de Bordeaux. Voilà. Alors vous allez vous dire, une élection sans campagne, en voyage, c'est formidable. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la réalité, puisque à l'époque, les maires de Bordeaux sont élus au sein de la Jurade, et que cette Jurade, après la grande révolte des Bordelais en 1548 contre la gabelle, contre l'impôt sur le sel, la ville a été punie et astreinte au régime politique de Paris, c'est-à-dire qu'on a divisé en deux le nombre des jurats et qu'on a décidé que le maire serait un homme du roi. Donc, avec 6 électeurs, 6 jurats, Montaigne est élu. Voilà. C'est aussi simple que cela. Alors vous me direz, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en 1580-1581? Eh bien, pas mal d'événements, et on va entrer justement dans ce Montaigne 1588. Il va donc rester maire pendant 2 mandats. Un mandat dure 2 ans, donc 1581-1585. Et quand il va se présenter devant les jurats, il aime bien faire ça dans les essais Montaigne, il leur dit, au lieu de dire ce qu'on serait à même d'entendre, je suis compétent, vous pouvez avoir confiance en moi, ne vous inquiétez pas, etc. Tout le contraire. Il leur dit, je ne suis pas capable, finalement, voilà, vous allez m'aider, mais je me sens incompétent, et il décrit tous les aspects de son incompétence. Ça passe quand même, mais il a hésité à répondre favorablement. Il a fallu une lettre du roi Henri III qui lui rappelle qu'il faut qu'il rentre et qu'il prenne sa place. Donc en fait, désormais le voilà, et désormais sa situation est assez inconfortable. Parce que il connaît bien le Parlement, il en vient. Il connaît bien la Jurade. Et puis il a tout un réseau familial. Mais désormais, en Guyenne et à Bordeaux, il y a un nouveau gouverneur de la province. Ce nouveau gouverneur de la province, c'est finalement Henri de Navarre, qui est Henri III de Navarre, roi de Navarre, depuis la mort de sa mère, Jeanne d'Albret, en juin 1572.
Donc, et ce roi de Navarre, Henri III de Navarre, est aussi le beau-frère du roi, Henri III, puisqu'il a épousé sa sœur, la reine Margot. Mais c'est aussi, ce fut un protestant qu'on a obligé à abjurer à la Saint-Barthélemy, 1572, qu'on a gardé au Louvre pendant 2 bonnes années, et à laquelle on a permis, semble-t-il, ou de s'enfuir, ou on l'a laissé ouvert la porte en quelque sorte, et on lui a donné le gouvernement de la Guyenne. Mais sur le chemin du retour, avec sa sœur Catherine, en passant à Niort, il s'est reconverti au protestantisme. Donc sans demander l'autorisation à personne, surtout pas au roi. Donc finalement, en conséquence, les Bordelais, les habitants de Bordeaux, la Jura, le Parlement, ont interdit l'entrée de la ville à Henri III de Navarre. Alors il n'est jamais venu à Bordeaux, sauf que certains historiens, et pourquoi pas, prétendent qu'il est entré déguisé. Et que donc, étant déguisé, difficile à reconnaître. Et voilà, en quelque sorte, la première épine, c'est-à-dire, en fait, que faire avec un gouverneur qui est, en plus, et je crois que c'est aussi très important à comprendre, que faire avec un prince qui n'est pas si éloigné que cela du trône, si on se réfère, tout à l'heure, vous l'avez cité, à la loi Salique. Puisqu'en fait, si je récapitule rapidement, lorsque François Ier meurt en 1547, lorsque Henri II meurt en 1559, désormais, finalement, Catherine de Médicis, reine-mère, est forte quand même d'un certain nombre de fils, François II, Charles IX et Henri III, et le petit dernier, duc d'Alençon, devenu duc d'Anjou. Donc il y a 4 garçons. Simplement, quand nous arrivons en 1580-1581, il n'y a plus François II, qui est mort en 1560, il n'y a plus Charles IX, le roi de la Saint-Barthélemy, qui est mort en 1574, reste Henri III, mais Henri III n'a pas d'enfant. Henri III a cependant un frère, le petit dernier, que l'on persiste à vouloir marier à la reine Élisabeth d'Angleterre. Donc, en fait, au fur et à mesure que les Valois disparaissent, Henri de Navarre gagne du terrain. Et lorsque il arrive en Guyenne, et lorsqu'il s'installe en Guyenne, ben, finalement, devant lui, si j'ose dire, il y a Henri III et le dernier frère d'Henri III. Mais Henri III, qui s'est marié en 1575, n'a pas de descendance, et n'aura pas de descendance, et quelques années plus tard, ben, il s'avère que le dernier, le duc d'Anjou, lui, atteint de la tuberculose qui a causé la mort de ses 2 frères aînés, va disparaître. Donc voilà en quelque sorte comment, en 1580-1581, Henri de Navarre est déjà en quelque sorte dans cette guerre de succession qui ne dit pas encore son nom, mais qui attise finalement toutes les tensions autour du pouvoir. De plus, vous le savez, mais ce n'est pas le sujet de ma conférence de ce soir, Henri de Navarre finalement ne s'entend plus très bien avec son épouse, et son épouse ne s'entend pas du tout avec son frère Henri III. Donc voilà en quelque sorte dans quelle difficulté s'inscrit Montaigne. Alors pourquoi lui? Ben, parce que c'est le moment où, à côté de Henri de Navarre, face à lui, mais en même temps son subalterne, on va choisir un lieutenant général qui s'appelle Matignon. Matignon, qui est un Normand, qui vient de Normandie, qui a été un peu disgracié par Henri III, et qui descend vers la Guyenne, et qui ne connaît rien, ni à Bordeaux, ni à la province, ni à la Guyenne, et ce grand personnage qui est un homme d'âme, qui est un homme de guerre, ce grand personnage, en fait, Brantôme en parle longuement parce qu'il le connaît bien, ben, ce grand personnage, finalement, il est chargé de contrôler Henri III de Navarre, d'être très attentif à la situation militaire et en même temps de s'imposer à la Jurade et au Parlement. Et
la certitude, c'est que Montaigne va lui servir de guide et de conseiller. Et c'est finalement cette municipalité qui propulse Montaigne vers des missions de conciliation et de négociation, qui lui permet aussi de fréquenter la fameuse cour de Nérac, qui est une cour intellectuelle, qui est une cour de théâtre, qui est une cour de joute musicale, et qui fait que Montaigne, qui adore le théâtre, qui jouait du théâtre lorsqu'il était au collège de Guyenne, va se trouver très, très heureux. Mais Montaigne n'aime pas en quelque sorte le danger. Ça n'est pas un homme de guerre. Ça n'est surtout pas un homme de guerre. Pour lui, les guerres civiles sont monstrueuses. C'est l'adjectif qu'il prend. Et il n'a pas envie de se battre. On ne l'a jamais vu, sauf exception, sur un lieu de combat. C'est pour ça que je m'étonne toujours quand je vois son magnifique cénotaphe, où il apparaît en chevalier médiéval. Il ferait une drôle de tête en se voyant ainsi paré de cette armure. Non, pour lui, l'homme de guerre, c'est son frère, Pierre de la Brousse. Il lui achètera d'ailleurs une armure. Mais Montaigne, non. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme maire à Bordeaux? Eh bien, il fait... c'est quelqu'un qui agit bien. Il s'occupe de la pauvreté, il s'occupe de la fiscalité, c'est toujours un sujet brûlant. Pauvreté, fiscalité, et il lancera, lui, avec la construction du fort de Cordouan. Donc, en fait, il joue son rôle pleinement et il se prend au jeu. En 1583, il veut repartir. Et face à lui, il trouve les ultra-catholiques, la Ligue, ceux qui sont liés dans cette Ligue soutenue par le roi Philippe II d'Espagne. Et à partir de ce moment-là, finalement, c'est Matignon qui l'aidera à vaincre ce péril. Et en 1585, il abandonne, il cesse cela. Et c'est juste après 1585 que finalement il va se remettre à sa tâche de la rédaction du livre 3, le fameux livre 3 des essais, sans doute le plus copieux, celui où il se découvre le mieux, le plus, tout en pratiquant le camouflage quand même qui le caractérise. Et pourquoi 1588? Eh bien 1588, il a fini ce livre 3. Il a quasiment achevé. Avec le livre 1 et le livre 2, Simon Milange a cessé la durée de son privilège, et il va à Paris se faire éditer chez un libraire, Abel Langelier. Jusqu'à présent, c'est Montaigne qui a payé ses imprimeurs. À Paris, c'est fini. À Paris, on paie pour l'éditer. Et en 1581, il est déjà présent à la foire de Francfort. Les 2 premiers livres. Alors en 1588, eh bien, il va partir, et c'est cette année 1588 qui devient une année pour lui formidable. Paris, qu'il adore, qu'il aime, dont il a fait, je vais tenter de vous retrouver le texte, des descriptions magnifiques. Il est amoureux de cette ville, il fait des descriptions qui apparaissent comme des déclarations d'amour. Il dit qu'il aime jusque dans ses verrues, jusque dans ses taches. Donc il est content. Alors je voudrais essayer de vous le lire parce que je trouve que c'est un texte magnifique. Paris 1588. Je ne veux pas oublier ceci, que je ne me mutine jamais tant contre la France, que je ne regarde Paris de bon œil. Elle a mon cœur dès mon enfance, et m'en est advenue comme des choses excellentes. Plus j'ai vu depuis d'autres villes belles, je pense aux villes d'Italie, plus la beauté de celle-ci peut gagne sur mon affection. Je l'aime par elle-même, et plus en son être seul que rechargée de pompes étrangères. Je l'aime tendrement, jusqu'à ses verrues, à ses taches. Je ne suis français que par cette grande cité, grande en peuple, grande en félicité de son assiette, mais surtout grande et incomparable en variété, diversité, de commodité. La gloire de la France est l'un des plus nobles ornements du monde. Dieu en chasse loin nos divisions, entière et unie. Je la trouve défendue de toute autre violence. Je la vise que de tous les partis, le pire sera celui qui la mettra en discorde, et ne crains pour elle qu'elle-même. Et crains pour elle autant certes que pour d'autres pièces de cet état, tant qu'elle durera,
je n'aurai, faute de retraite, ou rendre mes abois, suffisante à me faire perdre le regret de toute autre retraite. Très beau texte, qu'il écrit en 1588. Alors en 1588, juste avant qu'il parte pendant l'hiver, d'habitude on ne parlera pas la mauvaise saison, mais il va partir en hiver. Alors j'ai scandé mon ouvrage en 4 saisons, donc c'est l'hiver périlleux. Alors pourquoi part-il en hiver? Parce qu'il y a eu, pas très loin de là où nous sommes aujourd'hui, dans une cité dont on avait célébré en 1987 l'anniversaire de la bataille, il y a eu la bataille de Coutras. 20 octobre 1587. 20 octobre 1587, cette bataille de Coutras qui n'est pas assez connue à Paris. Mon cousin, je suis innocent du sang versé. Vous le croire? Je suis innocent du sang versé? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et finalement, moment décisif où désormais la confrontation entre les deux Henri est devenue dramatique, puisque en 1584 est mort le dernier frère, le duc d'Anjou, le seul qui n'est pas régné des derniers Valois. Il a dit, meurt 1584. Désormais, Henri III n'a pas d'enfant, pas d'héritier, c'est donc Henri III de Navarre. Donc, moment décisif où Montaigne, mais nous n'avons aucun document, je n'ai aucune preuve. Montaigne part avec le manuscrit du livre 3, mais part avec la mission de tenter de réconcilier finalement Henri III et Henri de Navarre, au nom finalement de ce qu'il disait tout à l'heure, de l'unité du royaume. Parce que face à eux, ils ont une puissance considérable, qui est celle de la Ligue des ultra-catholiques, menée par la maison de Guise, et notamment menée par le duc Henri de Guise. Alors Henri de Guise, lui, il a des ancêtres prestigieux, et il démontre, lui, à qui veut l'entendre, qu'il descend des Carolingiens, et que les Carolingiens précèdent les Capétiens. Et que donc, s'il doit y avoir un monarque, eh bien, ce sera un descendant de cette famille carolingienne. Donc c'est à ce moment-là que la guerre ou les guerres de religion deviennent des guerres de succession, et c'est à ce moment-là que Montaigne finalement prend la route de Paris avec la mission et avec l'idée de faire éditer finalement chez Abel Langelier. Il faut savoir aussi, je l'ai longuement étudié dans l'ouvrage, que le voyage ne va pas se passer tranquillement. Le voyage ne passe pas tranquillement, et ils sont arraisonnés au niveau du château de Villebois-la-Valette, dans la forêt des Villebois. Ils sont arraisonnés par des bandits, apparemment des bandits, et ce bandit qui finalement avait l'habitude de rançonner les voyageurs s'attaque à Montaigne, mais Montaigne n'est pas parti sans homme d'armes. Montaigne est escorté par le fils du maréchal de Matignon. Donc c'est une escorte militaire qui amène Montaigne, qui le guide, et là ils sont pris et on leur vole. Alors on ne vole pas le livre 3 des essais, non, on ne vole pas les essais, mais on leur vole de l'argent, des papiers. Or, le collègue qui a souvent travaillé avec moi, Alain Legros, on avait écrit ensemble Montaigne au champ, a regardé, retrouvé les documents, et ce ligueux, qu'on appelait ligueux, on se disait ligueux, ligueur, pas du tout, il ne s'appelle pas ligueux, il s'appelle le lignou. Et il s'avère que ce bandit de grand chemin est en fait quelqu'un qui dépendait du prince Henri de Condé. Et donc il est plus protestant que ligueur. Et que, alors, le prince de Condé, ben, c'est le cousin germain de Henri III de Navarre, qui a été blessé à Coutras et qui s'est réfugié à Saint-Jean-d'Angély. Et c'est lui qui commandite, à mon avis, ceci pour avoir les documents que devait transporter Montaigne et sans doute Torigny, c'est-à-dire le fils de Matignon. Donc, après Villebois-la-Valette, quand ils arrivent à Paris, je vous passe les péripéties, finalement, Montaigne n'a qu'une idée, tenter de rencontrer le roi. Et c'est là que commence la seconde saison, que j'ai intitulée Un printemps fiévreux. Un printemps fiévreux parce que
pendant le printemps 1588, Henri de Condé, dont je viens de vous parler, va être empoisonné. Va mourir empoisonné en principe, et on accusera son épouse, Charlotte de la Trémouille. Elle sera elle aussi emprisonnée, mais comme elle attend un enfant, on attend pour la torturer que l'enfant soit né, donc elle est emprisonnée sous surveillance, mais encore protégée. Et Montaigne, en arrivant à Paris, tombe malade, et là, une crise de gravelle, et c'est là que, ça se faisait beaucoup à l'époque, le maréchal de Matignon va lui envoyer un docteur qu'il avait en Normandie, qui le suivait partout. Ce docteur s'appelle le Pommier, P-A-U-L-M-I-E-R, Pommier, c'est un Normand, et qui guérissait avec du jus de cidre. Je ne sais pas du tout l'efficacité de ce remède. Je n'ose pas en parler, mais je sais qu'il est pris en charge par le Pommier et qu'il sera tellement reconnaissant, il doit être guéri, parce que quand sortira le livre 3, il dédicacera un ouvrage à Madame le Pommier. Donc je me dis, s'il avait été, ça doit prouver qu'il a été soulagé. Finalement, c'est le moment que Montaigne n'a pas prévu du tout. Et ça explique le sous-titre de mon ouvrage, L'aube d'une révolution. L'aube d'une révolution, parce que c'est le moment où finalement, côté Paris, Henri de Guise, lui, finalement, profite de son avantage par rapport aux soucis fiscaux d'argent d'Henri III et de son alliance avec Philippe II. Et c'est le moment où Henri III, pour protéger sa capitale, fait entrer des soldats dans la ville, ce qui n'est pas autorisé, ce qui n'est pas permis, ce qui provoque la colère des ligueurs, et c'est le moment des premières barricades. Nous sommes en mai, le 12 et 13 mai 1588, Paris se couvre de barricades. C'est la première fois dans l'histoire, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Alors pourquoi les barricades? Les barricades, parce que ce sont des barriques. Ce sont des barriques remplies de sable, remplies de galets, qui finalement que l'on roule et que l'on installe finalement pour se protéger, et pour protéger les Parisiens de l'arrivée de l'armée. Et comme on frise à ce moment-là, l'affrontement, la guerre civile, va courir assez tôt l'idée d'aller barricader ce bougre de roi dans son Louvre. Barricader ce bougre de roi dans son Louvre. Nous sommes donc dans Paris et allons prendre et barricader ce bougre de roi dans son Louvre. On trouve ça dans un fameux journal d'un contemporain de Montaigne qui s'appelait Pierre de l'Étoile et qui ramassait les tracts, les placards, les affiches, les poèmes, etc. et qui nous a laissé un journal pittoresque, formidable, sur l'atmosphère de ce temps. Et donc les barricades avancent, progressent vers le Louvre. Henri III, qui a des espions dans la ligue, est averti et il décide de partir. Il s'enfuit dans la soirée, à cheval, avec quelques compagnons, et il va quitter Paris, et donc laisser Paris, finalement, sans monarchie. Et nous sommes mai 1588, et ça va durer jusqu'en mars 1594, entrée solennelle de Henri IV à Paris. Mais entre-temps, il a fallu qu'il se reconvertisse au catholicisme. Donc voilà. Donc en 1588, après le départ du roi, qui est une fuite à peine déguisée, après le départ du roi, alors restent dans Paris les deux reines, Catherine de Médicis et l'épouse d'Henri III. Elle reste sur place, et là, on a trop fait de mauvais procès à Catherine de Médicis. Elle va se dépenser sans compter, quasiment jusqu'à sa mort d'ailleurs, parce qu'elle va mourir en janvier 1589, on n'est pas loin de sa mort. Elle va se dépenser sans compter pour tenter de réconcilier Henri de Guise et Henri III. Voilà. Elle tente l'impossible, on va aller en parler un peu plus loin.
Donc, que fait Montaigne? À peine guéri, eh ben, il a amené son ouvrage à éditer chez Langelier, et finalement, il va, après l'avoir apporté, tenter de retrouver le roi, et il va rejoindre le roi à Rouen, à Chartres d'abord, puis à Rouen. Et donc, la monarchie s'est déplacée. Et c'est le moment, c'est le troisième temps, un été orageux et studieux. C'est le moment où, finalement, va se jouer une partie européenne. Je n'en ai pas beaucoup parlé, je vous ai parlé de Philippe II, roi d'Espagne, je vous ai parlé de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, la reine anglicane, et c'est le moment où Philippe II, finalement, après avoir contenu l'avancée des Turcs, Soliman est mort, donc il a contenu l'avancée des Turcs, et Philippe II a une idée, en finir avec les protestants. Désormais, la Méditerranée, après la victoire de Lépante, 1571, est presque tranquille, donc profitons-en pour se débarrasser, dans ce qui ressemble à une croisade, des protestants et de la reine anglicane, qui fut sa belle-sœur, puisqu'il avait épousé Marie Tudor. Donc en fait, en 1586, commence à se préparer en Espagne et au Portugal, puisque en 1580, Philippe II obtient la couronne de Portugal. À partir de ce moment-là, Lisbonne se forge ce qu'on a appelé l'Invincible Armada. La fameuse Invincible Armada, qui est une armée de galions espagnols, de navires de guerre, et qui doit transporter des soldats, et qui, en remontant finalement par l'Atlantique, doit se débarrasser au fur et à mesure de son passage de la reine, d'abord l'Angleterre, ensuite la France, côté Normandie, etc. On va effrayer les protestants là, et surtout, ne jamais l'oublier, la puissance qui donne du fil à retordre à Philippe II, et qui va être la principale puissance au XVIIe siècle, et qui va donner bien des tracas plus tard à Louis XIV, les Pays-Bas, les futures Provinces-Unies, à l'époque en révolte contre Philippe II. Donc, cette croisade doit balayer tout cela. Et finalement, vous le savez, c'est pas une surprise, l'Invincible Armada échoue. Elle échoue pour diverses raisons que les historiens ont bien connues, parce que son commandant n'avait pas l'habitude de l'Atlantique, parce que finalement la tempête s'y est mise, et parce que en face de lui, Philippe II va trouver des bateaux anglais plus petits, mieux munis de canons, et est capable finalement, avec de grands navigateurs comme Sir Francis Drake, de jouer finalement les tourbillons et de chasser ces Espagnols qui vont se remonter vers l'Écosse. Et le malheureux Brantôme, un jour, qui était un adorateur du roi d'Espagne, Brantôme, chez lui, va toquer quelques Espagnols, en fait, qui ont débarqué quelque part et qui sont rentrés à pied en Espagne. Ben voilà. Donc, cette menace de l'Invincible Armada, elle dure tout l'été. Elle dure tout l'été, et c'est le moment où se joue pour Montaigne une autre partie, quand il revient à Paris pour se rendre compte de l'état de l'ouvrage qui vient d'être publié. Eh bien, il est pris, il est arraisonné, il le rencontre dans le Boiter, il est pris, il est amené à la Bastille. Et il va donc passer, rassurons-nous, une journée à la Bastille, pas plus. Parce qu'on a décidé de le prendre en otage pour l'échanger contre un ligueur. Et c'est dans cet échange que l'on voit la reine Catherine de Médicis parlementer avec le duc de Guise. Et on aboutit ainsi à la libération de Montaigne. Mais moi j'ai fait tout de suite le parallèle. Pendant que Montaigne passe une journée à la Bastille, il dit lui-même qu'il n'était jamais allé en prison. Je tiens à le dire quand même. Il y a quelqu'un qui pourrit et qui va mourir en prison, qui fut un des plus grands artistes de cette époque-là, c'est Bernard Palissy. Voilà. Et Daubigné lui fera des poèmes tragiques. Donc, voilà, 1588. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, qu'est-ce qui reste à Montaigne dans cet été? Eh bien, il va aller
retrouver cette jeune fille de 20 ans, qu'il a rencontrée en février, qui est venue, telle une groupie, lui dire toute l'admiration qu'elle avait pour lui. C'est Marie de Gournay. Marie de Gournay, qui se présente elle-même, qui se décrit magnifiquement, qui dit que sans sa rencontre de Montaigne, elle était dans une adolescence, qu'elle était menacée de folie, et qu'en fait, cette rencontre avec son grand homme va transformer sa vie et faire d'elle, d'une façon qui est presque aussi énigmatique quand même, qui n'a pas du tout l'instruction et les connaissances de Montaigne, la première éditrice des essais, et une femme qui joue un rôle très important au XVIIe siècle. Donc Marie de Gournay, qui a marié sa sœur, qui est venue à Paris avec sa mère, et qui est d'une famille assez désargentée, qui a un frère dépensier, et qui finalement se replie avec sa mère dans leur seigneurie de Picardie. Et c'est là que finalement ils vont relire ensemble, abîmer ce texte. Donc désormais, quand on édite Montaigne, il y a 2 éditions. La dernière édition de la Pléiade, c'est l'édition de Marie de Gournay, 1595. Mais l'édition d'avant, c'était l'édition de l'exemplaire de Bordeaux, non abîmé, si j'ose dire, par Marie de Gournay. Voilà, donc on ne lui accorde pas une confiance. Et rassurez-vous, le débat continue jusqu'à aujourd'hui, et il est loin d'être terminé. Doit-on lui faire confiance? Parce qu'elle rajoute sur elle, finalement. Alors, voilà l'histoire de Marie de Gournay, et pour en terminer, ils ne se reverront plus. Il quitte Marie de Gournay en Picardie, et finalement, il rentre, non pas encore chez lui, mais il fait un détour dans un lieu, dans un château, dans une ville plutôt, où vont se tenir les États généraux de octobre 1588, les fameux États généraux de Blois. Alors, Henri III les a convoqués parce que l'invincible Armada a vaincu, parce qu'il a regagné, en quelque sorte, la confiance, parce que c'est le moment ou jamais, en quelque sorte, de rompre avec la Ligue. Mais, ce qu'il n'a pas prévu, c'est que les Parisiens, notamment les Parisiens, les villes ligueuses, vont préparer dans une campagne électorale tout l'été, vont préparer les élections, et que la majorité des États généraux, noblesse, clergé, tiers-État, surtout le clergé, surtout le tiers-État, est ligueuse. Donc, en fait, c'est là que les États généraux vont le contraindre à accepter comme nouvelle loi fondamentale, à côté de la loi salique, le principe de catholicité de la monarchie. Donc, l'éviction, en quelque sorte, de Henri de Navarre. Cette loi fondamentale, Henri III a perdu, et finalement Montaigne est là, présent. Alors moi je ne sais pas trop ce qu'il a dit ni ce qu'il a fait, parce que je me suis servi des commentaires de ses amis, notamment Pasquier, qui parle de lui, mais Montaigne dit très très peu de choses sur les États de Blois, et simplement il notera dans son Beuther que le 23 décembre, dans la chambre, Henri III a fait tuer dans sa chambre à lui, Henri III, le duc de Guise. Donc, en quelque sorte, voilà, Henri III, c'est le dernier moyen. Ça se termine par l'assassinat du duc de Guise, et pire encore, le lendemain, la mort dans sa geôle, dans sa prison, du cardinal, le frère cadet. Donc, exécuter un homme d'église, c'est bien pire qu'un Brexit. Bon, donc on en est là. On en est là, et lorsque Montaigne arrive, bien évidemment, la fin de l'année est remplie de cette catastrophe. Et c'est pour cela que cette année est pour lui terrible, même si il a trouvé cette fameuse fille d'alliance, c'est-à-dire Marie de Gournay. Et Marie de Gournay, non seulement se proclame sa fille d'alliance, mais elle se proclame comme son amie, à la façon d'Étienne de la Boétie.
Elle se voit en quelque sorte dans la succession d'Étienne de la Boétie. Alors, pour terminer, vous avez bien compris que ce n'était pas une année faste. Je pense que c'est peut-être pas la peine. Qu'est-ce qui se passe désormais? Eh bien, il se passe en 1589, au début de 1589. Montaigne est rentré chez lui, on sait peu de choses. Il faut le suivre un peu à la trace. Il se passe que, après la mort d'Église, la Sorbonne fait condamner Henri III, qu'elle fait condamner Henri III et qu'elle délivre du serment d'obéissance les sujets du roi, qu'il est déclaré tyran. Et à partir de ce moment-là, finalement, cette tyrannie nous amène à l'assassinat, à l'exécution d'Henri III, son assassinat par le moine Clément. Mais entre-temps, au mois d'avril 1589, se sont rencontrés, par la force des choses et par la nécessité, à Plessis-les-Tours, Henri III de Navarre et Henri III de France. Et leur alliance militaire est dirigée désormais contre la Ligue. Et donc se prépare véritablement une guerre qui est à la fois une guerre de religion, mais qui est une guerre terrible, qui va durer de la mort d'Henri III jusqu'à sa conversion en 1593 et finalement le sacre à Chartres, pas à Reims. Reims et Ligueuse, hein, il est sacré à Chartres en 1594. Et donc finalement, quand il entre dans Paris, Paris a connu par épisode le terrible siège de 5 ou 6 ans, qui fut le plus atroce de l'histoire de Paris. Donc Montaigne, nous savons qu'il meurt en septembre 1592. Il ne meurt pas d'une crise de Gravelle, mais il meurt finalement d'une forme de diphtérie ou d'angine aiguë qui le prive de parole. Et on nous décrit pendant 3 jours, il ne communique plus que par des petits billets. Et finalement, quand il meurt, se trouve auprès de lui son épouse, son frère cadet, Pierre de la Brousse, son petit frère, Bertrand de Matecoulon, et la seule fille qui leur reste, Léonore, vient ou ne vient pas, je ne sais pas si elle est présente au moment de sa mort. Parce qu'il faut savoir que sur les 6 filles qu'ont dû Montaigne et François de la Chastelle, une seule a survécu. Je vous remercie. Je peux tenter de répondre aux questions que vous avez posées. Merci infiniment, c'était passionnant. C'est comme... compliqué. Non, mais justement, c'est compliqué, mais c'était passionnant et j'ouvrais des fenêtres de compréhension qui sont importantes. C'est important. Je pense que nous sommes encore originaux en Europe, puisque nous prenons ce principe de laïcité très fort, très fort, mais je pense que ce principe de laïcité, il a des origines qui remontent aux guerres de religion. Pourquoi? Pendant 4 ans, 1589-1593, la France a vécu sous un roi catholique, protestant. La France a eu un roi protestant. 1589-1593. Alors comment s'en est sorti Henri IV? Eh bien, il s'en est sorti par la guerre, il s'en est sorti par la conversion, par le retour dans Paris, et il s'en est sorti par une guerre, la guerre contre le roi d'Espagne, 1595-1598, et par le fameux édit de Nantes. Mais l'édit de Nantes, il n'a été très douloureusement accepté par les Français. Les catholiques ne voulaient pas en entendre parler, et les protestants avaient l'impression qu'ils avaient été trahis par le roi. Donc, pour compenser l'édit de Nantes, il a fait la guerre chanceuse au roi d'Espagne, et il a fait signer avec l'Espagne un traité quasiment contemporain de l'édit de Nantes, dont vous ne devez peut-être pas connaître le nom, et ça c'est pas bien. Le traité de Vervins.
Le traité à côté de la ville de Laon, dans le nord. Le traité de Vervins. 1598, allez voir Vervins, c'est pas... Et parce que ce traité, en quelque sorte, faisait de lui le roi vainqueur. Hein, et il a été jugé plus important par ses contemporains d'Henri IV que l'édit de Nantes. Voilà, c'est pour ça que quelquefois il vaut mieux contextualiser, comme on dit si bien, les événements. Des questions? On n'a qu'un micro, désolé. Ah, voilà. Un micro qui est en panne. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Mais en vous levant, je pense qu'on vous entend. Levez le doigt. Ah. Si vous me permettez de vous poser une question, madame, j'ai beaucoup apprécié votre exposé, qui était extrêmement intéressant, mais je vais peut-être vous faire un petit reproche. N'avez-vous pas passé un peu trop vite sur la partie de sa vie que Montaigne a consacrée, disons, à la chose politique? Le mot politique que j'emploie ainsi n'a pas du tout le sens qu'on lui donne maintenant. Vous savez que durant les guerres de religion, il y avait en fait non pas deux mais trois partis. Il y avait la Ligue, il y avait les protestants, et au milieu, dans le casse-noisette, il y avait ce qu'on appelait les politiques, et qui étaient victimes des deux clans. Et Montaigne semble avoir joué un rôle extrêmement important, d'autant que, au moment des États généraux, au moment où Guise a été exécuté sur l'ordre d'Henri III, il y avait déjà des tractations très anciennes entre Henri de Navarre et Henri III, étant donné, j'en veux que pour preuve, le fait que la première personne, en dehors de son entourage, que Henri III a fait prévenir de la mort de Guise, c'est Henri de Navarre. Vous avez raison, mais je pense que c'est vrai, mais les politiques, c'est un peu compliqué, mais c'est un tiers parti, vous avez tout à fait raison, mais je pense que entre les deux hommes, bon, il y avait eu des contentieux, bien évidemment, des tensions, mais je pense qu'il y a un principe, je vais vous donner un exemple après ça, qu'il a emporté, celui de la légitimité. La légitimité, c'est la légitimité. Je vous donne un exemple, le marquis de Trans, qui n'était pas la famille de Foix, le marquis de Trans, qui était le protecteur de Montaigne, Carsac de Curson. Le marquis de Trans, il était vraiment, lui, dans les années 1570, côté liqueur, catholique, très catholique. Eh bien, le marquis de Trans va perdre 3 de ses fils au service, en 1587, à Montcrabeau, au service d'Henri de Navarre, au nom de cette légitimité, et le dernier, en 1590, au siège de Chartres, au service d'Henri IV. Donc les 4 fils, les bons amis de Montaigne, vont mourir au nom de cette légitimité. Voilà, ils sont enterrés dans la belle église de Carsac de Curson. Voilà, donc je crois que vous avez raison. Mais voilà. Mais c'est un peu pénible. Parti, quand on parle de parti, c'est pas les partis d'aujourd'hui, mais c'est ça. Et puis je pense qu'il y a autre chose aussi, qui transcende tout ça, mais compliqué à démontrer. Il faut suivre les gens généalogie par généalogie, famille par famille. Ce sont les réseaux de relations. En fait, il y a toujours eu des relations entre protestants et catholiques. Il y a eu des catholiques qui ont sauvé des protestants à la Saint-Barthélemy, etc. Donc c'est ça, il faut aller voir. Il faut aller voir de façon très précise dans les sources et se dire que cette histoire très compliquée, parfois elle se résout par ces relations. Merci. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Non. Oui. Allez-y. D'abord, merci pour cette belle conférence. Et qui est devenue la fameuse Marie de Gournay? Ah, Marie de Gournay. Ah, Marie de Gournay. Étonnante, Marie de Gournay. D'abord, elle a donné lieu à une belle biographie. Et puis, Marie de Gournay, elle est morte de sa belle mort. Mais elle est devenue une éditrice, un poète. Elle a été une amie de Henri IV et même de Richelieu, qui l'a fait pensionner. Donc, mais elle a été... On se moquait d'elle parce qu'elle était devenue une vieille fille et on se moquait d'elle. Mais
Elle a eu beaucoup de courage puisqu'elle a défendu les libertins et notamment ce poète condamné qui s'appelle Théophile de Viau. Une sacrée bonne femme. Y a-t-il d'autres questions? Bon. On va remercier très chaleureusement. Alors, je vous rappelle que les deux ouvrages